Je suis très inquiet au sujet de la déchirure qui est dans la société israélienne. Ça devient le plus grand danger pour l'existence d'Israël, cette déchirure intérieure. Et s'il y a un centre de force qui est supérieur à la vie politique et qui peut en fait influencer les deux côtés, c'est seulement la présidence. Professeur Michael Bar-Zohar, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin ce matin pour nous parler de votre candidature. Je rappelle à nos auditeurs, ceux qui ne vous connaissent pas, et j'espère et je suppose qu'ils ne sont pas nombreux, que vous êtes un ancien député travailliste, que vous êtes un écrivain très célèbre, en particulier en France, et que vous avez été le biographe de David Ben-Gurion et aussi de Shimon Peres. Et ce matin, eh bien, nous sommes ensemble parce que vous avez posé votre candidature à l'élection présidentielle en Israël. Il faut rappeler, avant de commencer notre discussion, qu'en Israël, eh bien, le président de l'État est élu par les 120 députés de la Knesset. Alors, professeur Michael Bar-Zohar, pourquoi avez-vous décidé de déposer cette candidature en cette période, il faut l'avouer, plutôt troublée? Exactement pour cette période troublée. Je suis très inquiet au sujet de la déchirure qui est dans la société israélienne et qui est en train de s'augmenter maintenant entre séfarades, ashkénazes, droite, gauche, laïcs et religieux, juifs, arabes. Ça devient le plus grand danger pour l'existence d'Israël, cette déchirure intérieure. Et j'ai créé il y a exactement un an, j'ai créé un mouvement qui s'appelle Ardout Unité, qui veut tout faire pour pouvoir réunir les personnes, les citoyens de droite et de gauche, des deux côtés de la barrière, et créer encore une fois cette nation unie que Ben-Gurion d'une part et Jabotinsky d'autre part avaient essayé de créer il y a presque 100 ans. Ça n'a pas marché. Alors aujourd'hui, nous avons ce problème et je vois que cette idée d'unité qui a tout de suite attiré des centaines d'adhérents de tous les côtés de la société politique, nous avons vu que qu'est-ce qu'on peut faire quand on est seulement un mouvement. Un mouvement peut faire des déclarations et je pense c'est tout. Mais nous avons besoin d'une force supérieure qui peut en fait créer des grands événements dans ce domaine, comme un grand dialogue entre les divers groupes, les groupes divers, des conférences, des congrès, une activité très intensive. Mais Michael Bar-Zohar, vous êtes un vétéran de la vie politique en Israël et vous savez bien que la société israélienne, elle a toujours été divisée, qu'elle sait s'unir parfois dans des situations d'urgence, surtout des situations sécuritaires, mais qu'en général, le reste du temps, eh bien, elle est souvent très, très divisée, très clivée, cette société israélienne. Moi, je me souviens pas d'une situation pareille à celle d'aujourd'hui, où la division est devenue dans certains domaines de la haine. Puisque vous parliez vous connaissiez bien l'histoire de Ben-Gurion, je ne sais pas s'il y avait la même haine ou animosité, mais Ben-Gurion lui-même avait, on se souvient de sa célèbre phrase Blim Cherut Maki, et il ne parlait pas de Menachem Begin en le citant par son nom. Il y avait à l'époque déjà, dans les premières années de l'État d'Israël, des divisions très très solides entre les différents courants, entre le courant socialiste et le courant nationaliste. Cette division s'est accrue énormément pendant les années. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer cela à ce qu'il y avait dans le passé. Et comme il n'y a pas un danger extérieur vraiment tangible, nous avons aujourd'hui une situation où les groupes sont prêts à se battre l'un contre l'autre. Et je crois que pour ça ne peut pas être résolu ni par un parti politique, parce que les partis politiques, bien sûr, ont leur propre intérêt, ni par un gouvernement qui est formé par des partis politiques. Par exemple, les relations entre laïcs et religieux ne peuvent pas être résolues par un gouvernement où les religieux ont une partie, bien sûr. Mais s'il y a un centre de force qui est supérieur à la vie politique et qui peut en fait influencer les deux côtés, c'est seulement la présidence. Et c'est pour cela que j'ai décidé, afin
d'arriver à cette unité, à arrêter ce déroulement vers une situation intenable. C'est pour ça que j'ai décidé de me présenter à la présidence et de mobiliser tous ces gens qui sont des deux côtés de la barrière et qui croient que ça, c'est la chose à faire aujourd'hui. Alors, la fonction du président de l'État, effectivement, dans l'histoire de l'État d'Israël, c'était une fonction qui était destinée à être au-dessus de la mêlée politique, justement pour essayer de cimenter la société israélienne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que depuis quelques années, on va dire peut-être depuis le processus d'Oslo, cette fonction, elle a été souvent attribuée à des hommes politiques et le président de l'État n'est plus aussi consensuel qu'il l'était précédemment, lorsque c'était des hommes comme Chaim Weizmann ou comme Yitzhak Ben-Tzvi ou comme Yitzhak Navon qui représentaient, on va dire, ce que la sagesse juive pouvait représenter d'une certaine manière. Je ne suis pas tout à fait d'accord, Daniel. Je crois que les deux derniers présidents que nous avons eus, Shimon Peres d'une part et Reuven Rivlin d'autre part, sont vraiment des présidents consensuels. Je crois que Peres a réussi à réunir autour de lui la nation d'Israël dans ce domaine de relations avec l'extérieur, d'encouragement de la technologie, de créer un nouvel état de la jeunesse où des choses incroyables sont accomplies. Rivlin était un président du peuple, beaucoup plus populaire, qui avait des choses, qui avait donné au peuple israélien le sentiment que voilà, il y a quelqu'un dans la maison du président qui vous écoute. Mais c'était des hommes qui, juste avant de devenir président, étaient des hommes politiques. Mais exactement, mais ces hommes, tous les deux, sont devenus vraiment des gens qui sont au-delà du combat politique. N'oubliez pas que Peres venait de la gauche, Rivlin venait de la droite, et quand même, ils ont eu un soutien de 80%, de 90% de la population. Alors, ces deux-là sont quelque chose de magnifique. Et moi, je voudrais bien, si vous voulez, réunir les qualités de l'un avec les qualités de l'autre. Alors, je le disais, le président de l'État est élu par les 120 députés de la Knesset. Qu'est-ce qui vous permet de penser, on va dire, que les députés de cette 24e Knesset, qui seront envers et contre tout, même si la Knesset risque de ne pas tenir longtemps, ceux qui vont élire le prochain président de l'État, qu'est-ce qui vous permet de penser qu'ils pourraient vous choisir ? Qu'est-ce qui nous permet de penser que question, tous les candidats dans tous les domaines politiques. Non, parce que vous êtes effectivement très connu en Israël et dans le monde, même dans le monde juif et dans le monde en général, mais vous n'êtes pas justement comme les derniers présidents, des gens une personne qui est sortie directement de la vie politique israélienne. Premièrement, je suis sorti de la vie politique israélienne, malheureusement. Il y a plus longtemps. Membre de la Knesset, jusqu'à l'âge de 8 ans. J'ai créé des partis politiques après, afin de créer justement cette unité qui pour moi était toujours un but. Et d'autre part, moi seul, j'ai réussi à créer un mouvement politique très important, le mouvement d'unité, ce qui prouve que dans ce pays qui s'appelle Israël, on peut, dans la démocratie, faire quelque chose comme ça. Aujourd'hui, nous voyons les candidats, moi je vois les autres candidats aussi, il n'y a personne entre eux qui est un homme politique, ils sont tous des gens hors de la scène politique, et je pense que c'est très bien. Il ne doit pas être lié par des liens politiques avec ce parti ou cet autre parti. Alors, la question que vous me posez, vous devrez la poser à tous les autres candidats à la présidence. Oui, mais les députés en général, ils cherchent. Vous voyez, on parle par exemple de Binyamin Netanyahou comme d'un possible candidat au poste de Premier ministre parce que, ça permettrait à tout le monde de le voir sur la touche, de le mettre de côté pour pouvoir continuer et régler la crise politique. On a souvent l'impression que aujourd'hui le poste de président c'est une forme de lot de consolation pour des députés qui n'ont pas réussi à réaliser ce qu'il voulait réaliser. Vous n'avez pas ce sentiment? Non, pas du tout. Je crois que vous vous trompez. Je crois franchement
que Netanyahou ne va pas se présenter, je le connais très bien. Oui. Et d'autre part, il y a toute une partie de la population et des membres de la Knesset qui n'arrêtent pas de critiquer Netanyahou et de le nommer criminel et corrompu, etc., tout cela. Et vous croyez que ces membres de la Knesset vont vouloir faire qui traite de cette façon, de faire de lui le symbole d'Israël, de sa moralité. Surtout qu'il faut le préciser aussi, c'est l'élection du président, en général, est à bulletin secret, c'est-à-dire on ne sait pas qui vote pour qui. Hein. Exactement. Eh bien, professeur Michael Bar-Zohar, on ne peut que vous souhaiter bonne chance. En tout cas, on sera heureux qu'il y ait un président francophone et francophile à la présidence de l'État. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vous votez pour moi, Daniel? Si je pouvais, avec plaisir. Voilà, mais je ne serai pas député, alors donc c'est peu probable. Merci beaucoup, Michael Bar-Zohar, d'avoir été avec nous. Voilà, bonne fête et à bientôt. Et bien, au revoir.